Leclerc a été aperçu en Sardaigne avec Lawrence Stroll, mais qu'est-ce que cette rencontre signifie réellement, surtout pour l'avenir du pilote monégasque? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner toutes les nouvelles sur le thème Ferrari. Nous devons aussi parler des déclarations de Vasseur, des déclarations de Jérôme D'Ambrosio. Voyons ce que Stefano Domenicali a dit sur le changement de règles l'année prochaine et ce que l'on attend pour l'avenir de la Formule 1. Mais pas seulement, nous devons aussi parler de la façon dont la FIA intervient sur ce règlement qui arrivera l'année prochaine, car on attend quelque chose de différent. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir, et maintenant, voyons tous les détails des nouvelles. Pendant la pause estivale de la Formule 1, une nouvelle a attiré l'attention des fans. Charles Leclerc a été aperçu en Sardaigne avec Lawrence Stroll. Nous savons que Stroll est propriétaire d'Aston Martin et de la Formule 1, et cette image a rapidement alimenté l'hypothèse concernant l'avenir du pilote monégasque, actuellement lié à Ferrari, mais ce n'est pas seulement du gossip, derrière cette rencontre se cachent des motivations plus concrètes. Leclerc a également réaffirmé dans ses interviews récentes sa volonté de rester chez Ferrari. Cependant, dans le paddock, il est considéré comme normal que les meilleurs pilotes, surtout en année de grands changements réglementaires, comme ceux à venir en 2026, gardent ouvertes d'autres possibilités. Aucun signe de rupture avec Maranello pour l'instant, mais plutôt une phase naturelle d'exploration. Ferrari reste sa priorité, mais Leclerc, comme tout pilote de haut niveau, ne peut pas se permettre de lier son avenir à un seul projet, surtout à un moment où le championnat du monde 2026 apportera de nouvelles incertitudes techniques et un équilibre potentiellement révolutionné. Pour comprendre le sens de la rencontre avec Lawrence Stroll, il faut regarder vers l'avenir d'Aston Martin. L'équipe de Silverstone traverse une phase de profonde transformation. Adrian Newey a signé pour rejoindre l'équipe, apportant avec lui son expertise unique en aérodynamique. Il a permis à Williams, McLaren et même Red Bull de gagner dans le passé, et il souhaite maintenant aider Aston Martin à devenir une équipe championne du monde. Enrico Cardil, ancien responsable technique de Ferrari, dirigera le développement de la monoplace du futur. Et dès 2026, arriveront les Power Units Honda, l'une des incertitudes les plus lourdes du nouveau règlement. Ces éléments font d'Aston Martin l'une des entités les plus ambitieuses du prochain cycle réglementaire, aux côtés de Mercedes. Un projet qui, sur le papier, peut attirer n'importe quel pilote de haut niveau. Un autre élément non négligeable concerne Fernando Alonso. L'Espagnol, malgré son engagement avec Aston Martin, n'est pas certain de rester au-delà de 2026. En cas de départ, le siège vacant serait l'un des plus convoités du plateau. Surtout pour ceux qui recherchent des alternatives compétitives à Ferrari ou même à Red Bull. D'où naissent les spéculations d'une rencontre entre Leclerc, son manager Nicolas Todt et Lawrence Stroll, qui ne peut être considérée comme une simple coïncidence. Il est plausible que des contacts exploratoires aient été engagés en vue de développement possible dans les prochaines années. Le message est clair, aujourd'hui Leclerc est le leader de Ferrari, disons-le franchement, mais le marché des pilotes est fluide et les scénarios changent rapidement. Si Ferrari ne devait pas fournir une monoplace gagnante en 2026, le monégasque pourrait regarder autour de lui et Aston Martin, avec ses investissements techniques et le soutien de Honda, représente une alternative crédible. Il s'agit encore de rumeurs sans confirmation officielle, mais les contacts sont plausibles et logiques. En paddock, en effet, le jeu des parties a déjà commencé. Ceux qui visent le sommet en 2026 doivent agir dès maintenant, en concluant des accords préliminaires. Au moins en maintenant les canaux de dialogue ouverts. En résumé, la rencontre en Sardaigne ne signifie pas une rupture entre Leclerc et Ferrari, mais un signal clair que le pilote et son entourage agissent avec prévoyance. La fidélité à Maranello demeure, mais sans garantie technique pour l'avenir, aucune porte ne peut être considérée comme fermée. Et c'est un aspect fondamental à prendre en compte, car Leclerc est actuellement pilote Ferrari et représente l'avenir de la Scuderia. En ce moment où Hamilton rencontre des difficultés et dans la dernière phase de sa carrière, il faut penser à l'avenir de Ferrari et à qui pourrait être le premier pilote de la Scuderia. Leclerc est sûr, il l'a lui-même dit, « Je veux un cycle gagnant avec Ferrari et je veux en être le leader ». Mais en même temps, il est important pour le pilote monégasque d'envisager d'autres options. Et parmi toutes les équipes, le nouveau cycle réglementaire, Aston Martin est celle qui offre le plus d'attractivité pour Leclerc. Parce qu'il y a un pilote comme Fernando Alonso en partance.
il y aura une retraite dans quelques années. Malheureusement pour Allo, qui est un pilote qui nous fait tous vibrer, c'est un pilote très expérimenté, double champion du monde, et c'est l'un des pilotes que je préfère et que j'aime le plus en grille. Et il a conduit pour Aston Martin dans ce parcours de croissance, il pourra probablement l'amener au sommet en 2026, mais il devra aussi penser à son avenir. Leclerc pourrait conclure des accords pour 2027 ou 2028 au cas où Ferrari ne serait pas compétitive l'année prochaine. Lawrence Stroll veut un pilote expérimenté et talentueux, et Leclerc est les deux en ce moment. Parce qu'il a des années d'expérience, il a commencé à courir avec Alfa Romeo en 2018, puis à partir de 2019, il est resté chez Ferrari. Il a donc de nombreuses années derrière lui en Formule 1. Et en même temps, c'est l'un des pilotes les plus forts en grille, surtout en qualification. C'est donc un pilote qui peut mener la voiture à gagner un championnat du monde. Donc, Leclerc a la porte ouverte pour Aston Martin, la seule inconnue reste le moteur Honda. Je me souviens qu'il sera la seule équipe motorisée Honda en 2026, et donc n'avoir que 2 voitures sur la grille utilisant ce moteur ne vous donne pas autant d'expérience, et ne vous permet pas de vérifier si des problèmes apparaissent au moteur, d'où proviennent ces problèmes. Alors que d'autres départements moteurs qui ont plusieurs équipes clientes garantissent une fiabilité accrue et un meilleur développement de l'unité de puissance, cela reste la seule inconnue d'Aston Martin, mais en même temps, Aston Martin a développé une usine en Angleterre impressionnante, prête à lutter pour le titre des 2026. Avec une nouvelle soufflerie, de nouvelles infrastructures, il semble être l'une des équipes candidates à devenir une équipe de premier plan à la hauteur des autres, comme Ferrari, McLaren, Mercedes et même Red Bull. Mais regardons aussi la situation chez Ferrari concernant Frédéric Vasseur. À Maranello, les moteurs sont à l'arrêt pour la pause estivale, obligatoire de 2 semaines, mais la tension reste très élevée. En effet, Ferrari traverse un moment crucial. 2025 n'a pas répondu aux attentes de la veille, et le poids des promesses faites continue de peser sur les épaules de Frédéric Vasseur. Malgré les critiques, le directeur d'équipe français a reçu un renouvellement de confiance de la part des dirigeants de Maranello, un signe clair que la Scuderia veut miser sur la stabilité en vue du grand changement réglementaire de 2026. Et contrairement à ce qui s'est passé par le passé, lorsque chaque déception entraînait des changements d'hommes et de stratégie, cette fois Ferrari a choisi la continuité. Vasseur, à la tête de 2023, a vécu des saisons complexes entre résultats fluctuants et une communication pas toujours alignée avec les pilotes. Les divergences et les déclarations entre lui et le duo Leclerc-Sainz ont alimenté la confusion et le mécontentement, mais la direction a décidé de le confirmer. L'idée est claire, lors des périodes de transition technique, la stabilité est nécessaire, tout comme cela s'est produit avec Jean Todt à la fin des années 90, quand la constance dans la gestion a permis de construire la Dream Team qui a dominé au début des années 2000. Pour ramener Ferrari au sommet, les proclamations ou déclarations d'intention ne suffiront pas. Il faut déconstruire des logiques désormais dépassées. L'un des enjeux concerne la fermeture historique de Maranello vis-à-vis de l'Angleterre, cœur battant de la Formule 1 moderne. 9 équipes sur 10 ont des bases opérationnelles au Royaume-Uni, avec un accès direct à un district technologique qui concentre savoir-faire, fournisseurs et ressources humaines. Dans les années 90, John Barnard avait poussé Ferrari à ouvrir un centre à Guildford, mais le projet a été limité. Aujourd'hui, avec les technologies numériques disponibles, la distance géographique compte moins, mais l'absence d'une présence stable en Angleterre est encore perçue comme un frein. Ce n'est pas un hasard si, malgré la disponibilité déjà de Rainwil et Newborg, elle a décidé de s'implanter pleinement dans la vallée d'Areo, un choix que Ferrari devra tôt ou tard affronter. Le véritable talon d'Achille de la Rouge reste la corrélation entre simulation et piste. Depuis la fin des tests privés, en 2009, Ferrari a perdu l'avantage des circuits privés, Fiorano et Mugello, et s'est retrouvé à dépendre entièrement des galeries del Vento et des simulateurs. Malgré la mise à jour de la galerie del Vento de Maranello, les difficultés persistent. Au contraire, McLaren et Aston Martin ont construit des installations de dernière génération, tandis que même Red Bull a abandonné l'ancienne galerie de Bedford pour une nouvelle installation. Trop souvent, les chiffres générés à Maranello ne se traduisent pas en piste, menant à des projets qui semblent compétitifs sur le papier, mais qui se révèlent incomplets lors du lancement. Outre les questions techniques, Ferrari doit résoudre un problème tout aussi sérieux, la communication.
Les déclarations contradictoires entre la direction et les pilotes. Ils ont alimenté la méfiance et la déception chez les supporters. Pour Vasseur, il sera essentiel de définir une ligne claire en expliquant des objectifs concrets et des délais réalistes. Il ne faut pas de promesses qui risquent de se retourner contre nous, mais une feuille de route transparente pour revenir au sommet de la compétition. Le renouvellement de Vasseur vise à apporter de la stabilité, il sert à construire, non à prolonger une période d'incertitude. Si les résultats ne suivent pas, la continuité risque de se transformer en une thérapie de maintien. L'année prochaine sera donc décisive, Ferrari doit réduire l'écart avec McLaren et donner des signaux clairs à ses pilotes, ainsi que convaincre ses supporters que la voie vers le sommet a enfin été empruntée. Et Vasseur a fait ses déclarations concernant la nouvelle suspension. Ce n'est pas la solution définitive, mais cela est nécessaire pour 2026. En effet, la nouvelle suspension arrière a été introduite à Spa-Francorchamps avec la modification du bras de suspension Pull-Rod qui reste toujours le schéma Pull-Rod. Cela modifie l'inclinaison. C'est un choix qui a suscité la controverse parmi les fans. Pourquoi n'a-t-on pas vu un changement réel sur la piste ? La Ferrari SF25, dès les premières courses, a eu du mal à gérer la hauteur au sol, étant également disqualifiée après la course en Chine pour une usure excessive du skid block causée précisément par cette suspension arrière qui ne pouvait pas maintenir la hauteur au sol de la SF25 lorsque le carburant à bord variait. Et donc, cette nouvelle suspension a été conçue pour résoudre un problème structurel de la monoplace et travaille en synergie avec le fond modifié en Autriche. Lewis Hamilton avait critiqué Ferrari car elle avait introduit tardivement cette nouvelle suspension qui aurait dû être utilisée plus tôt, mais le délai est justifié car travailler sur une suspension, son développement, prend des mois. Et il n'est jamais facile de travailler sur une suspension, la modifier, lorsqu'elle a une configuration différente. Et lorsque la voiture a été conçue avec une suspension différente. Toujours à tirage, mais avec une géométrie d'angle d'attaque différente. Et l'objectif d'introduire maintenant cette nouvelle suspension arrière est que l'on a aussi le temps de travailler pour 2026, car la nouvelle suspension et aussi le système de freinage seront utiles pour l'année prochaine. Seule la partie aérodynamique ne sera pas transférable au nouveau projet, étant donné que le fond plat sera celui de 2026 par rapport aux voitures à effet de sol de cette année et des années passées. Donc, ce que Vasseur a dit, essentiellement, c'est que tout ce que nous apprenons maintenant est utile pour l'année prochaine. Et Vasseur s'est aussi montré optimiste, il vaut mieux introduire cette suspension maintenant, à mi-saison, en vue de l'année prochaine, plutôt que de la reporter plus tard et risquer de ne pas être prêt pour 2026. Bien sûr, introduire une suspension le plus tôt possible apporte de nombreux avantages, alors que lorsqu'on introduit une mise à jour aussi importante à mi-saison, on rencontre toute une série de problématiques comme l'augmentation du poids. Quelques pertes de charge aérodynamique et aussi des changements sur la dynamique de conduite, car la voiture était conçue pour un autre type de schéma de suspension. Vasseur était très nerveux avant la course en Belgique, car c'était une mise à jour très importante, celle de la suspension arrière, introduite lors d'un week-end sprint, mais elle a ensuite donné les résultats escomptés avec le podium de Leclerc et a ensuite apporté encore plus de garanties en Hongrie, avec une bonne première partie de course du Monégasque, qui était là, en lutte avec la McLaren pour la victoire. Mais allons aussi écouter les déclarations de Jérôme D'Ambrosio. D'Ambrosio a eu l'occasion de diriger le mur en personne, en remplaçant Vasseur au Grand Prix d'Autriche 2025, lorsque le Français était absent pour des raisons personnelles. À cette occasion, il a recueilli des éloges tant au sein de l'équipe que parmi les fans, grâce à la gestion solide du week-end et aux interviews claires accordées après la course. Interviewé par le quotidien belge La Libre, D'Ambrosio a dressé un bilan de ses premiers mois à Maranello. La vie en Italie est différente et Ferrari est une équipe à part. Je l'ai compris dès le début, ici chaque chose est vécue de manière amplifiée par rapport à d'autres expériences en Formule 1, a-t-il expliqué. L'ancien pilote a raconté comment l'environnement Ferrari ne se limite pas aux portes de la gestion sportive. Ferrari est une religion pour beaucoup d'Italiens. Chaque matin, lorsque je prends un café près de l'usine, les gens me demandent comment s'est passé le week-end de course. Il y a des fans qui restent devant l'entrée chaque jour, chacun vit Ferrari de manière unique. D'Ambrosio a souligné que l'intensité du soutien est une caractéristique distinctive de Ferrari,
capable de transformer chaque moment en quelque chose de plus grand. Tout est amplifié autour de Ferrari, tant dans les moments heureux que dans les moments difficiles. C'est à nous de filtrer et de gérer cette pression. Être approché par les fans est toujours agréable, mais ce qui me frappe le plus, se sentir une force Ferrari dans toutes circonstances. Le soutien qui parvient au public est extraordinaire. Ce sont les mots d'Ambrosio qui prend désormais encore plus d'importance chez Ferrari et probablement dans les années à venir il pourra aussi remplacer le team principal français et peut-être dans les prochaines années il viendra encore plus épauler le team principal français. D'Ambrosio est le bras droit de Vasseur et donc il est essentiel même dans Vissol 2026 et il est important qu'il s'adapte bien à l'environnement Ferrari. Mais voyons ce que a dit Domenicali sur les moteurs V8 en Formule 1. Oui, car il pourrait revenir bientôt. Stefano Domenicali, président et directeur général de Formula 1 Group, a tracé une vision claire de l'avenir de l'unité de puissance en Formule 1. Il a réaffirmé la possibilité d'un retour au moteur V8 ou même V10 avec une technologie hybride et alimentée par des carburants synthétiques durables. Selon Domenicali, la prochaine grande révolution technique ne pourrait pas consister dans l'introduction d'une technologie radicalement nouvelle mais en un retour vers le passé réinterprété selon des critères modernes. Les passionnés ont montré un fort soutien à l'idée. 87% des fans se sont déclarés favorables à un retour des V8 ou V10. C'est une confirmation de ce que soutiennent depuis longtemps les V8 hybrides associés à des carburants écologiques et à l'essence représenteraient une solution extraordinaire pour l'avenir de la Formule 1. C'est ce qu'a expliqué l'ancien directeur d'équipe de Ferrari Domenicali. L'objectif, selon Domenicali, est de concilier spectacle et durabilité en garantissant un son et une puissance typique de la tradition de la Formule 1 mais avec une forte réduction de l'impact environnemental. Le PDG de Liberty Media a cependant souligné qu'il ne faut pas perdre de vue le travail en cours. La priorité reste de développer au mieux les unités de puissance 2026, a-t-il déclaré. Dans les 2 prochaines années, il sera essentiel d'établir un règlement solide. Puis, une fois ce cycle lancé, nous pourrons en discuter concrètement de l'avenir des moteurs V8 hybrides. Domenicali a également abordé le thème de l'hydrogène, souvent cité comme carburant potentiel de l'avenir, et a dit c'est une technologie intéressante et potentielle mais je ne crois pas qu'elle sera praticable dans les 10 prochaines années. Il y a trop d'inconnus liés à la sécurité et à la logistique, sans oublier que la Formule 1 ne s'occupe pas de mobilité de masse mais de sport automobile et au plus haut niveau. Pour l'instant, il serait trop compliqué et risqué d'envisager des courses avec de l'hydrogène. C'est pourquoi la ligne tracée par Domenicali est claire, la Formule 1 doit continuer à innover sans perdre son identité. Et à propos de 2026, Nicolas Tombazzi s'est également exprimé sur les nouvelles règles concernant les moteurs, celui qui est responsable technique de la fédération. Tombazzi a expliqué que les règlements sont encore en cours de développement, ce qui est un facteur négatif dans le sens où nous n'avons pas encore de règlement clair car il reste l'inconnu de devoir lever le pied. Sur la piste, sur certaines pistes comme par exemple Monza, et cela est inacceptable, arriver un an avant le nouveau règlement avec une idée encore peu claire de quel sera l'effet du nouveau règlement sur la piste, mais le temps lui-même est un facteur positif car au moins ils pourront modifier les règlements en cours de route pour l'adapter au mieux aux nouvelles voitures. Tombazzi a déclaré que nous avons toujours su qu'en augmentant la puissance électrique et en réduisant celle du moteur à combustion interne, des problèmes de gestion seraient apparus. Le retour des pilotes au simulateur est précieux justement pour corriger ces criticités. Les règles évoluent et il y aura des modifications pour rendre les voitures plus naturelles à conduire. Nous voulons absolument que les pilotes doivent lâcher l'accélérateur sur les lignes droites. Ceux qui veulent aller plus vite doivent pouvoir pousser à fond et cela me semble quelque chose d'absolument banal en Formule 1. Tombazzi a précisé qu'il ne sera pas possible de modifier la formule du moteur. Les spécifications fondamentales des unités de puissance sont désormais fixées trop tard pour des changements radicaux, cela parce que d'éventuelles variations déclencheraient des batailles politiques inévitables entre constructeurs, chacun intéressé à protéger ses investissements. La partie intangible qui peut encore être corrigée concerne plutôt l'énergie électrique, quantité maximale récupérable, distribution par tour et la vitesse de libération sur les lignes droites et paramètres similaires.
seront les outils avec lesquels la FIA pourra intervenir pour garantir des courses crédibles. La manière la plus importante est d'assurer la transparence entre l'équipe et la fédération pour augmenter également la crédibilité de la FIA qui a perdu ces dernières années. En résumé, la base des règles de 2026 ne changera plus. La Formule 1 aura des unités de puissance hybride avec une composante électrique beaucoup plus importante. Toutefois, la FIA est consciente des risques et a l'intention de corriger les criticités avant le lancement officiel pour éviter des scénarios catastrophiques comme des monoplaces qui s'éteignent. Une ligne droite rectiligne en ce qui concerne la partie électrique ou monoplace qui fonctionne avec la moitié de la puissance sur la ligne droite, ce sont des scénarios inacceptables et attention, un nouveau système arrive en Formule 1 pour 2026 qui s'appelle ADIO et fonctionnera comme le BOP en endurance. Mais en ce qui concerne la Formule 1, nous examinons en détail de quoi il s'agit avec le nouveau cycle technique qui débutera en 2026. La Formule 1 se prépare à affronter une révolution totale. Surtout du côté des unités de puissance hybride, l'objectif est de garantir la durabilité et l'équilibre, mais la FIA est consciente des risques. L'introduction de nouvelles règles pourrait générer des écarts trop importants entre les équipes. Pour cette raison, un nouveau mécanisme a été conçu appelé ADIO, acronyme Opportunité de développement supplémentaire et de mise à niveau, conçu pour aider les constructeurs en difficulté sans aboutir à un véritable BOP, acronyme Équilibre de performance. Mais il fonctionne de manière assez similaire à la base. Nicolas Stan, directeur technique de la monoplace de la FIA, a expliqué en détail le fonctionnement du système. Chaque 5 à 6 courses seront mesurées les performances moyennes de chaque constructeur de moteur. Les constructeurs qui se trouveront sous un seuil préétabli recevront des bénéfices proportionnels à leur retard. Ces avantages n'auront pas d'effet direct sur la puissance, sur le poids des monoplaces, mais consisteront en ressources supplémentaires pour le développement. Concrètement, les équipes désavantagées pourront obtenir un budget supplémentaire pour travailler sur l'unité de puissance, des heures supplémentaires au banc d'essai et la possibilité d'effectuer une nouvelle homologation du moteur. De cette façon, les constructeurs les plus faibles auront la possibilité de rattraper leur retard sans pour autant désaturer la méritocratie sur la piste. Un autre sujet crucial est celui de la fiabilité. Les nouvelles unités de puissance 2026 seront extrêmement complexes et coûteuses. Le nombre excessif de pannes pourrait peser de manière disproportionnée sur le plafond budgétaire. Pour cela, Tombazi a précisé que la FIA travaille sur un système complémentaire. Plus qu'un certain nombre de moteurs cassés, les équipes touchées recevront une réduction du plafond budgétaire dédié aux unités de puissance afin de ne pas compromettre le développement technique de la saison. Le concept du DIO rappelle le bilan de performance utilisé dans l'endurance et dans d'autres catégories, mais il existe des différences substantielles. Le BOP intervient directement sur les performances en piste, poids, puissance, fluide de carburant, en nivelant artificiellement les valeurs qui sont en piste. Le DIO, en revanche, ne touche pas aux paramètres de la monoplace. Il offre simplement plus d'outils pour développer et récupérer pour l'équipe. De cette manière, la philosophie méritocratique de la Formule 1 reste intacte, où celui qui conçoit le mieux continue d'avoir un avantage, et l'objectif du DIO est de maintenir des écarts rapprochés entre les équipes en Formule 1 afin que ceux qui rencontrent plus de difficultés en raison de panne, de fiabilité ou de faible performance du moteur puissent récupérer avec plus d'heures de développement au banc et aussi un budget supplémentaire, ce qui peut aider les équipes de bas classement rester attachées à celles du milieu et du haut classement. Ainsi, les scénarios de 2014 avec Mercedes qui s'échappait à chaque course en ayant une domination totale, mais au contraire, le classement reste plus rapproché. Faites-moi savoir dans les commentaires votre opinion sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo. Des Clerchin Aston Martin aux déclarations de Vassor sur 2026 à Jérôme D'Ambrosio au sujet aussi du BOP de l'ADIO en Formule 1. Dites-moi la vôtre, je suis curieux de lire et de répondre à tous vos commentaires. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur la chaîne ici chez Rastro Tout. On se voit dans une prochaine vidéo.